je vais déjà faire l'appel. Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Francine Feuzor. Moussa Osturk. Anne Pasco. Présente. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid est excusé à donner pouvoir à Christophe Rambaud. Marie Razamoeli. Présent. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Elodie Torres. Daniel Barré est excusé à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Asma Manaï Amadi. Présent. Fatima Tasso. Anifé Béram est excusé à donner pouvoir à Anne Pasco. Abdullah Oren. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares excusé à donner pouvoir à Franck de Maumont. Elodie Torres. Bruno Toine excusé à donner pouvoir à Francine Feuzor. Thierry Jolivet. Alexis Christodoulou. Absent. Eulalie Lama est excusée. Oui, elle a dit qu'elle venait pas. Avec madame. Oui, est excusée. Alors, donc il y a Fabienne, madame Henry qui arrive. Très bien. Ensuite, donc j'ai dit Christodoulou Lama. Cyril Faure va arriver en retard, nous a-t-il dit. Michel Perrier. Elle est donc absente. Espérance Patureau vient d'arriver. Bonjour, Espérance. Patrick Gage. Virginie Durand. Farah Loiseau est excusée de donner pouvoir à Asma Manaï. Kassim Balaban. Et Claire Prieux est excusée. Nous avons le quorum. Le secrétaire de séance, c'est Elodie Torres. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous informe que je retire de l'ordre du jour le point numéro 7, c'était un problème de remboursement d'assurance. Nous n'avons pas eu la confirmation officielle définitive du montant exact du remboursement. Donc on a un montant qui sera normalement le montant définitif. Mais si on délibère et que le montant change à l'euro près, on sera obligé de redélibérer. Donc on passera cette délibération en décembre, si vous le voulez bien. Nous avons un PV à approuver, c'est le PV du conseil municipal du dernier, d'ailleurs, je suppose, du 1er octobre 2024, numéro 37. Est-ce qu'il y a des remarques ? Donc, est-ce qu'on peut l'approuver? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le compte-rendu du conseil municipal est donc approuvé. Merci. Délibération numéro 1. C'est un avenant numéro 1 de la Convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique avec Loiret THD. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'approuver et d'autoriser la signature d'un avenant numéro 1 à la convention entre Enedis, distributeur électrique, Loiret THD, opérateur maître d'ouvrage, et la commune, qui intervient en tant que AODE, autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, concernant l'usage du réseau électrique pour l'installation et l'exploitation du réseau fibré de l'opérateur. Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention d'origine pour tenir compte des dispositions spécifiques applicables au support du RPD, Réseau public de distribution d'électricité. Pour mémoire, la convention d'origine a été approuvée par le conseil municipal du 29/2/2016. Très bien. Bon, on avait déjà délibéré pour d'autres opérateurs. C'est pour développer la fibre optique sur le réseau. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, 2. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 2. Convention d'évaluation des transferts de charges auprès de l'âme. Désignation d'un nouveau titulaire, Madame Hug. Selon l'article 1609 C du Code général des impôts, il est créé entre les communes d'agglomération et leurs communes membres une commission locale chargée d'évaluer pour chacune d'entre elles les transferts de compétences réalisés. Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. La réglementation ne prévoyant pas d'autre obligation que la participation d'au moins un représentant par collectivité,
L'agglomération montargoise a prévu que chaque commune soit représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Le conseil municipal a procédé dans sa séance du 13 juin 2020 à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre délégué pour représenter la commune à la commission d'évaluation des transferts de charges de l'âme, à savoir messieurs Lalo et Jolivet. Monsieur Jacques Lalo ayant démissionné le 29 janvier 2024, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau délégué titulaire en remplacement. Je vous propose donc de désigner au scrutin majoritaire ce nouveau titulaire et, si vous en êtes tous d'accord, que ce vote ait lieu à main levée. Donc, est-ce que vous êtes pour que l'on vote à main levée? Pas d'opposition. Pas d'opposition, pas d'abstention. Voilà. Les candidatures suivantes sont proposées. Candidat titulaire, Madame Espérance Patureau. Qui est prise dans le même groupe où était Lalo Monsieur, initialement, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour la commission de transfert de charges? Oui, moi. Donc, on vote à bulletin secret À main levée. ou à main levée? On vote à main levée. Donc, pour la candidature... Oui? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que l'on vote à main levée? Il suffit qu'il y ait une personne qui s'oppose pour qu'on soit obligé de voter à bulletin secret. Donc, on vote à main levée. Tout le monde est d'accord? Très bien. Donc, pour la candidature de Madame Patureau, levez la main. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, avec les pouvoirs, hein, d'accord, qui, pour la proposition de M. Balaban. Donc, 2, 3, 4. 4. Donc, qui ne prend pas part au vote? Personne. Donc, c'est Madame Patureau qui est désignée par le conseil municipal pour siéger à la commission d'évaluation des transferts de charges. Voilà. Félicitations. Tu verras pour les... C'est bon pour les votes? Merci. Délibération numéro 3. Rapport d'activité du SMIRTOM. Madame Hug, vous avez tous eu sous forme numérique l'intégralité du rapport du SMIRTOM? Oui, hein? On l'a tous eu. Donc on ne va pas relire tout, on relit pas tout le rapport. Hein? Oui, on va faire une présentation et chacun pourra intervenir ensuite. La compétence ramassage et traitement des ordures ménagères est une compétence qui a été déléguée depuis 1969 par le district, aujourd'hui devenu l'agglomération montargoise et Rive-du-Loing, à un syndicat mixte, le SMIRTOM. Le SMIRTOM dispose d'installations de gestion des déchets, deux déchetteries à Millet d'Ordives, un centre de recyclage à Corquy-le-Roi, comprenant une plateforme de compostage des déchets verts, des hangars de stockage, un quai de transfert des emballages, des bureaux administratifs et des vestiaires à Corquy-le-Roi, une unité de revalorisation énergétique à Amilly. La population collectée concerne 3 intercommunalités, l'agglomération montargoise, la CC4V, 2 communes de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais, soit 36 communes avec 80 203 habitants, auxquels s'ajoute pour le traitement des ordures ménagères la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de Loine, 3CBO, avec 23 communes et ses 20 191 habitants. Voilà, donc ça c'est la délibération. Vous avez toutes les explications au dos, avec les chiffrages de chaque ramassage, carton, bois, ferraille, etc. Voilà. Comme tous les ans, hein, on a les tonnages, les coûts pour chacune des collectes. Oui, monsieur Jolivet. Oui, donc il y a des choses pas tout à fait complètes en matière de SMIRTOM, notamment sur l'incinération.
où on n'a à peu près aucune information réelle, parce que tout est dans les mains d'AMI et pas du SMIRTOM, malheureusement. C'est comme en tant que délégué du SMIRTOM, on n'a pas les chiffres exacts de la gestion de l'incinérateur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je déplore le prix qui sera facturé aux collectivités qui sont vertueuses, les collectivités vertueuses qui font le tri sélectif, où ceux qui ne trient pas payent moins cher que ceux qui trient. Et ça, c'est vraiment dommage, notamment sur le biodéchet. Il y a quelque chose quand même qui est anormal. Et moi, j'avais demandé en commission que le tri, que tout ce qui n'était pas trié soit facturé à 200 € la tonne, au lieu d'un prix aussi ridicule qu'il est actuellement. Donc, ça serait bien que, je le dis publiquement, que le SMIRTOM actualise le prix de ceux qui ne font pas le travail correctement. Très bien, c'est noté. Les deux remarques seront mises dans le PV et transmises au SMIRTOM. Est-ce qu'il y a des interventions ? De toute façon, il n'y a pas de vote. Hein. On prend acte du voilà. Si vous avez des remarques, de toute façon, vous pouvez les faire remonter au cabinet. On les transmettra au SMIRTOM. Hein. Donc, je vous demande de prendre acte de la communication de ce rapport du SMIRTOM qui a été présenté à l'AGLO il y a quelques jours. Délibération numéro 4. Alors, une convention de partenariat entre l'AM et Chalette pour souscrire des lots auprès de la centrale d'achat du RESA, Madame Hug, R-E-S-A-H. L'agglomération montargoise et Rive-du-Loing a décidé d'adhérer à la centrale d'achat du RESA, groupement d'intérêt public dont l'objectif est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé publique et privée non lucratifs par délibération numéro 23-103 du 16 mai 2023. Cette adhésion permet à l'AM d'accéder à divers marchés publics groupés, favorisant ainsi l'obtention de tarifs avantageux sur des biens et services d'intérêt commun. Les communes membres ont sollicité l'AM pour pouvoir également profiter de ces tarifs et par délibération numéro 24-207 du 25 juin 2024, le Conseil communautaire a autorisé Monsieur le Président à adhérer pour leur compte à cette centrale d'achat. Je vous propose donc de bien vouloir approuver le principe de partenariat AM-Chalette par le biais d'une convention pour la souscription au lot de la centrale d'achat du RESA. Cette convention prévoit également la répartition des coûts supplémentaires liés à la souscription au lot spécifique correspondant aux besoins des communes membres. À autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la finalisation de cette convention de partenariat. Très bien. Donc, à titre indicatif, donc on a commencé le partenariat sur les photocopieurs avec RESA. On voudrait l'étendre à d'autres secteurs. L'économie, c'est à peu près 20 000 €. C'est intéressant. Donc, je vous demande de m'autoriser à mettre en œuvre ce partenariat et puis à adhérer au réseau via l'AGLO. Et puis, apparemment, on doit passer par l'AGLO. Alors, les créances éteintes, délibération numéro 5. Le Trésor public nous a, donc le trésorier principal de Montargis municipal, nous a adressé un état de créance éteinte. Alors, ça concerne un ensemble de titres, je ne les ai pas comptés. Donc, sur la restauration municipale, il y a des titres qui sont de 2013, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pour 1 351 €. Donc ça va de 6 € à les titres éteints, ça va de 6 € à 36 €. Il y a un gros titre tout seul. Pour le périscolaire, les centres de loisirs, il y a un ensemble de titres de 2016 à 2024 pour 155,80 €. Et pour la médiathèque, il y a un titre de
2023 de 82 €. Ces créances pour une valeur de 1 589,67 sont éteintes dans le cadre d'un effacement de la dette pour donner suite à un dossier de surendettement. Ça, c'est pour la médiathèque. Elles seront non, c'est l'ensemble pour un dossier. C'est l'ensemble de ces titres, c'est pour un dossier de surendettement. Donc voilà. Elles seront constatées sur le budget principal de la ville au compte 65-42. Je vous précise que cette délibération est proposée à la commission C5, a été proposée à la commission du 5 novembre 2024. Pardon. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 6, réaménagement du bourg, reconversion de la friche urbaine 1 bis à 7 avenue Jean Jaurès, mise à jour du plan de financement. Donc elle est nulle et remplace la délibération du 27 juin 2024. Donc par délibération en date du 27 juin 2024, la ville s'est engagée dans une démarche de réaménagement du bourg avec la reconversion de la friche urbaine 6 1 bis à 7 avenue Jean Jaurès. Pour rappel, il s'agit de construire un ensemble de bâtiments d'une superficie totale de 2850 m², ce qui correspond aux anciennes écoles maternelles, élémentaires Boutet, Uro et des maisons individuelles, ainsi que l'ancienne bibliothèque, et de déconstruire 3300 m² d'enrobés. L'objectif est de mettre le site à nu dans l'attente de trouver un partenaire immobilier susceptible d'y développer une opération mixte comprenant logement, services, commerce. Ainsi, le plan de financement initial reposait sur une estimation des travaux de démolition à hauteur de 610 000 € hors taxes. Ce montant initial a lieu d'être révisé puisque, suite à un appel d'offres, l'entreprise retenue pour un montant de 320 000 € hors taxes. Donc nous sommes obligés évidemment de revoir notre plan de financement auprès des partenaires, comme il vous est indiqué là. Voilà, donc on a le coût de la démolition, les coûts annexes de démolition, les diagnostics, la maîtrise d'œuvre. Et donc le fonds vert est sollicité seulement à hauteur de 23 306,0 €. C'est ça qu'on met à jour, en fait, compte tenu du coût de la démolition. Voilà. Donc le fonds vert de l'État prendra en compte cette somme-là. Donc il nous demandait un tableau de financement exact, mis à jour en fonction du coût de la démolition prévisionnel. Oui, enfin pour 23 000 €, je pense qu'on fera un fonds de tiroir, j'espère. Ils peuvent. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Balaban. Oui, je suis un peu content de voir cette baisse parce que lors de la précédente note de synthèse, justement, on avait une dépense, comme je vous ai dit, qui est dépassée les 600 000 €. Et il y avait du coup qui nous restait à charge de pratiquement 200 000 ou 150 000 € par mémoire, je peux me tromper. Oui, c'était ça. Et du coup, là, en fait, on est pratiquement dans une opération à 5 000 €, quoi. Donc, je trouve ça très bien que l'appel d'offres a permis de baisser cette grosse facture qu'on avait. Et je trouve que c'est une bonne économie de 300 000 € qu'on fait, quoi, pratiquement, quoi. Bon, après, les estimations initiales avaient peut-être été surévaluées. Hein. C'est pas facile. Hein. Non, c'est vrai. Sur la déconstruction, voilà. Il n'y a pas d'amiante. Après, c'est l'emprise. Enfin, ce qui coûte cher dans la déconstruction, c'est le désamiantage, quoi. Et on ne sait jamais où on part. Sur un autre dossier, par exemple là, sur Poil-et-Loire, on en reparlera, mais apparemment il y a des surcoûts là, au contraire, liés à de l'amiante qui a été trouvé en cours de chantier, qui n'était pas prévu. C'est enterré, donc voilà, c'est bon, voilà. Mais oui, c'est une bonne l'appel d'offres était un bon appel d'offres. Voilà. Oui, ça c'est une bonne nouvelle pour notre commune en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Durand? Oui, et donc idem pour nous, on est content de voir que ça a baissé de moitié prix. Je voulais savoir si les gens qui font les musées d'école Fernand Boutet, ils sont pleinement satisfaits parce que j'avais cru entendre qu'ils n'étaient pas très contents qu'on détruise un petit préau ancien et des bâtiments. Pour l'instant, le préau n'est pas prévu d'être démoli. D'accord, le préau il reste? Oui. Okay. Jusqu'à présent. Et il y avait une maison aussi qui souhaitait qu'elle reste, cette maison d'une centaine d'années en nord. Oui, celle-là, c'est pas une maison. Enfin, je sais pas de quoi vous parlez. Bâtiment. C'est le bâtiment où il y avait dans l'ancienne école Euro. C'est Euro, ouais. Je sais jamais entre Euro et Boutet. Enfin, dans l'école primaire, c'était le bâtiment où il y avait la salle informatique. Mais bon, elle va être détruite en même temps que le reste. Là, c'est parce qu'elle est
elle est au milieu de la cour, quoi. C'est compliqué. Voilà. Bien. Mais le préau, il y a le préau, mais parce que sous le préau, il y a un petit bâtiment qui sert à stocker du matériel, etc. Pour le musée d'école, y compris. Donc pour l'instant, on va le garder. De même que dans la démolition, on garde. Donc les travaux doivent démarrer prochainement, normalement, puisque les marchés ont été attribués. On va garder les enceintes de clôture, hein, qui sont en dur. Donc ça, ils seront démolis ultérieurement. Voilà. Mais on garde les clôtures actuelles. Et lorsqu'on va démolir les maisons, les murs de façade qui serviront de clôture. Donc ils seront juste à raser, eux. Ils seront à démolir ultérieurement. Mais enfin, quand il n'y aura plus que ça à démolir, ça permet de sécuriser quand même le site en même temps. Voilà. Bien. Donc je vous demande de voter pour la mise à jour de ce tableau de financement qu'on va présenter à l'État. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adapté, merci. Délibération numéro 8, du coup. Une signature de convention de servitude avec Enedis sur le quartier de Vézines, Monsieur Osturk. Oui, merci Monsieur le maire. Dans le cadre du projet de modernisation de la ligne Paris-Clermont-Ferrand, impliquant une augmentation de l'alimentation HTA d'une sous-station SNCF à ce poids et l'enfouissement HTA d'une ligne aérienne au niveau du site Hutchinson, Enedis propose de conventionner avec la commune pour le passage de câbles en souterrain sur des propriétés communales. Il est envisagé la pose de 75 mètres de réseau HTA sous l'emprise de la parcelle cadastrée AY 768, de 35 mètres de réseau HTA sous l'emprise de la parcelle AC 290, de 19 mètres de réseau HTA le long du Loing, de 3 mètres de réseau HTA sous l'emprise de la parcelle AD 77. Il est proposé de passer une convention de servitude avec Enedis pour le passage de canalisation souterraine sur les parcelles cadastrées AY 768, AC 290, AD 92 et AD 77, propriété communale moyennant une annuité de 20 €. Il est également envisagé la pose d'une armoire de coupure dans l'espace vert situé en bordure du chemin de promenade le long du Solin et du centre de recherche Hutchinson. Compte tenu de ces précisions, je vous propose d'approuver et d'autoriser la signature de convention avec Enedis. Bon, très bien. Moi, je pense que c'est bien qu'on enfouisse les lignes haute et moyenne tension là. D'abord parce que ça sécurise l'approvisionnement des usagers. Puis surtout, c'est qu'elles étaient en plein dans un espace naturel au bord du canal et du Solin. D'un point de vue environnement, ça sera mieux. Et ça termine, en fait, l'enfouissement. On avait obtenu, c'est la même ligne dont on avait obtenu l'enfouissement sur la partie qui traversait la base de loisirs. Ça faisait le tour du lac quasiment. Cette ligne faisait le tour du lac. Je salue l'arrivée de Monsieur Faure. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette ligne quand elle était enterrée. Et il restait juste un énorme poteau qui est au niveau du théâtre de verdure. Je sais pas si vous avez, parce que le poteau, lui, c'est lui qui tient la ligne, qui surplombe après, qui passe au-dessus du canal à cet endroit-là, c'est le canal du Loing, et puis qui longeait le Solin, qui allait vers Hutchinson, etc. Donc ça termine l'enfouissement de cette ligne moyenne tension qui passait au milieu d'un espace naturel. Donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des... Et puis c'est lié à la modernisation, comme on l'a dit, du réseau SNCF. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 9, c'est la signature des conventions pour l'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc sur Chalette. Donc c'est les terrains, les quartiers prioritaires, je vous rappelle, c'est Kennedy Château-Blanc, une partie du bourg, c'est les Victor Hugo, sur Vézines, c'est la Folie, et puis voilà. Monsieur Osturk. Oui, l'article 1388 bis du Code général des impôts prévoit un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière
sur les propriétés bâties. Des logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville et ayant bénéficié d'une exonération de TFPB. À titre d'information, sur Chalette, 1254 logements sont concernés sur les quartiers de Vésines, le Plateau et le Bourg, pour un montant d'abattement sur 2024 de 315 548 €, répartis de la manière suivante: 249 931 € pour les 1020 logements de Valoir Habitat et 65 157 € pour les 234 logements de Logem Loiret. En contrepartie de cet abattement, les bailleurs sociaux ont valorisé leurs actions à hauteur de 510 914 €. Dans le cadre du renouvellement des conventions, l'État a souhaité apporter plus de transparence dans l'utilisation de la TFPB et valoriser les actions de prévention en lien avec la nouvelle génération de contrats de ville, attractivité de la communauté d'agglomération montargoise et Rive du Loing pour la période 2025-2030. Des priorités ont été définies. Priorité 1, gestion des déchets. Priorité 2, les actions de développement social. Priorité 3, petits travaux d'amélioration. Priorité 4, surentretien à prévoir dans ces immeubles. Et priorité 5, tranquillité résidentielle. Chaque année, un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées par chaque bailleur est fourni à chaque partenaire sur la période N-1. Les méthodes de calcul et de valorisation de l'abattement de la TFPB s'appuient sur un référentiel national établi par l'Union sociale de l'habitat. Compte tenu de ces précisions, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville avec chaque bailleur, l'État et l'AM. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'État a exonéré les HLM du paiement de la taxe foncière, donc un abattement. Ça représente 300 000 € pour les HLM. Cet abattement est compensé, est compensé par l'État aux communes, mais partiellement. Je peux vous dire que cette décision de l'État impacte la commune à hauteur de un tiers de ce montant, c'est-à-dire 30%, 100 000 € qui ne sont pas compensés. Donc c'est la commune qui finance cet abattement à hauteur de 40% des sommes décidées par l'État. Donc ça nous coûte aussi des sous. C'est pour ça qu'on a des raisons d'être exigeants avec l'État sur l'utilisation que font les HLM de cet abattement. Et on essaye d'y veiller. Mais c'est un combat de tous les jours. Voilà. Oui, parce que le but de cet abattement, c'est pour amener une amélioration de la vie dans les quartiers. Voilà, donc par des actions nouvelles, par un surentretien, voilà, que le nettoyage soit fait plus qu'avant, qu'il y ait un meilleur entretien des espaces verts, etc., etc. Donc c'est fait pour améliorer par rapport à ce qui se fait normalement. Voilà. Donc il faut veiller à ce que ce travail est bien effectué. Et deuxièmement, que ça ne serve pas à faire du surentretien qui incomberait normalement aux bailleurs et qui viendrait simplement valoriser son patrimoine à la fin du bail, à la fin de la convention. Voilà. Donc il y a toujours des discussions, je peux vous le dire, autour des sommes affectées, des sommes consacrées à cette affaire-là. Voilà. Donc je vous demande l'autorisation de signer cette nouvelle convention. C'est ça pour les 6 ans qui viennent. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 10. Alors, attribution d'une subvention exceptionnelle au profit du camp d'Ascar, à l'AFPS au profit du camp d'Ascar. Monsieur Khalid, donc c'est moi qui la lis. Je vous rappelle que le 12 avril, le Conseil municipal a voté le versement d'une subvention exceptionnelle au camp d'Ascar au profit d'une association qui n'avait pas été désignée nominativement. En raison de la non-désignation de l'association, le Trésor public a refusé son versement. Aussi, il convient de procéder de nouveau au vote de cette subvention de 2500 € en désignant l'AFPS par laquelle l'association avec qui on a l'habitude de travailler ici, par laquelle transitera cette subvention. Voilà.
au profit du camp d'Ascar. Alors, la question, c'est que nous devions verser la subvention au camp d'Ascar, qui est une entité juridique, hein, avec un compte bancaire. Sauf que le versement, avec les événements qu'il y a actuellement, le versement de la ville a été bloqué, voilà, par l'administration française. Donc, on ne peut pas verser au... Bah, bref, c'était bloqué. C'est l'État d'Israël qui l'empêche. C'était bloqué à l'arrivée. Voilà. Donc on ne peut pas verser au camp d'Ascar directement cette subvention. Donc on vous propose de la verser à la FPS qui, voilà, la reversera au camp d'Ascar. Voilà. Sachant que dans le cadre du Festival du Livre, enfin autre mot, une délégation du camp d'Ascar sera reçue officiellement, donc dans le cadre du festival, par la mairie, donc le samedi 23. Donc nous recevrons officiellement 3 personnes qui viennent du camp de Ascar. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de voter. Oui, il y a une question. Oui. Parce que c'est vrai que la FPS, c'est une association éminemment politique, alors que là, c'est une action humanitaire en fait pour une aire de jeu. Donc comment on va avoir la certitude que ça va bien sur une aire de jeu, surtout dans le climat actuel où c'est peut-être pas sur le terrain, est-ce que c'est vraiment applicable de faire une aire de jeu alors qu'on a une crise massive humanitaire et alimentaire? Déjà, l'aire de jeu est en cours de réalisation. Est-ce que c'est des toboggans qu'il faut ou de la nourriture? Oui, l'aire de jeu a été réalisée, donc il faut la payer, puisqu'on s'était engagé. Donc l'aire de jeu, on a les photos, hein, on a un dossier qui vous avait été envoyé, l'aire de jeu a été réalisée. Maintenant, moi, je veux dire, nous, on répond aux demandes en fonction... on a même financé, je crois, l'achat d'un corbillard. Alors, je ne sais pas si c'était pas Ah, c'était à Cuba, pardon, excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, c'était à Cuba qu'on a financé le corbillard. Voilà, après, ils décident sans doute qu'à Cuba, ils ont plus besoin de nourriture que de corbillard, mais enfin, ça en fait partie aussi, quoi, de la vie. Voilà, bon, moi, c'est ce qui nous a été demandé, c'est ce qu'on a décidé au mois d'avril, alors on ne va pas revenir dessus, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, sur le fond de la demande, c'est celle-là. Maintenant, c'est bloqué par l'État d'Israël, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien qu'on trouve une solution pour acheminer cette aide qui sera... L'argent qu'ils toucheront pour financer ces jeux pour enfants, l'argent qu'ils économisent comme ça, ils le consacreront à autre chose. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Bien, bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Monsieur Balaban. Je voulais juste rappeler que la FPS n'est pas un groupe politique, mais bien une association de solidarité. C'est une association de solidarité nationale qui intervient. C'est pas une association politique. Dans le contexte aujourd'hui qu'on vit, tout est politique. Hein. Même la moindre... N'importe quel propos que vous pouvez prononcer au sujet de cette affaire-là, ça devient politique. Voyez bien. Même les matchs de foot. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, on est là-dedans. Hein. Chacun vote en son âme et conscience. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 11. Création d'un atelier théâtre jeune avec l'association Jeu est un autre pour la saison 24-25. Monsieur Khalid. Bien, je vous informe. Donc, nous rentrons dans la 4e année de pratique artistique théâtrale offerte aux Chalétois par la compagnie Jeu est un autre au hangar. Le constat a été fait que plus d'un tiers des participants sont Chalétois et qu'il manque un créneau pour les plus jeunes. Aussi, nous souhaiterions ouvrir le cours aux jeunes à partir de 8 ans. Actuellement, les créneaux ouverts sont les suivants. Un atelier adulte débutant et intermédiaire le mercredi de 19 à 21h30. Un atelier adulte-ado confirmé le lundi de 19 à 21h30. L'ouverture d'un créneau supplémentaire en direction des enfants est proposée le lundi de 18 à 19. La tarification de ces ateliers restera de 80 € par trimestre pour les enfants, 120 € par trimestre pour les adolescents et 150 € par trimestre pour les adultes. Toutefois, afin d'être plus attractifs, les Chalétois bénéficieront d'un tarif préférentiel de 40, 60, 75 € par trimestre. Et les non-chalétois se verront facturer le plein tarif. Le coût annuel de ces prestations, pour l'ensemble des prestations, sur l'ensemble des créneaux, c'est 14 900 €, salaire des intervenants avec les charges. Il est proposé donc au Conseil municipal de répondre positivement à la demande d'ouverture d'un créneau supplémentaire pour les plus jeunes. Bon, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci.
Délibération numéro 12, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Guidon Chalétois. Monsieur Rambaud. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, le Guidon Chalétois, donc, qui n'est plus à présenter, qui évolue en première division nationale cycliste, vous rappelez, a subi lors d'un déplacement en compétition au mois d'avril, donc côté de Poitiers, un préjudice important, c'est-à-dire le vol de l'ensemble de ses équipements, notamment une dizaine de vélos et puis tout le matériel qui concernait aussi la course sur laquelle ils étaient engagés. Le préjudice à l'époque s'est élevé à plus de 70 000 euros, 70 180 exactement. Et les clauses du contrat d'assurance du club donc prévoyaient un remboursement à hauteur maximum de 50 000 euros, sur lequel s'applique une franchise de 10%, soit un remboursement à hauteur de 45 000 euros, donc un reste à charge pour le club de 25 180 euros. Afin de pouvoir continuer à participer aux compétitions de niveau national sur lequel le club est engagé, il est dans l'obligation de racheter l'ensemble de ce matériel, ce qui a été chose faite, bien sûr, dans les semaines qui ont suivi. La situation met le club en difficulté financière. Aussi, Guidon Chalétois sollicite la municipalité pour l'accompagner financièrement. Dans ce contexte, il est proposé ce soir d'accorder au club une aide exceptionnelle de 5 000 euros. Et avant de vous demander de voter, je voudrais quand même préciser, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'élus de la salle qui sont bien informés, que les 4 collectivités territoriales ont été sollicitées, à savoir l'agglomération qui a voté il y a quelques semaines la même somme de 5 000 euros à l'unanimité du conseil d'agglomération. C'est la même chose pour le conseil régional qui a voté à l'unanimité du conseil régional les 5 000 euros, et c'est la même chose pour le conseil départemental qui a fait la même chose. Donc ce soir, on s'inscrit dans le registre des 4 strates territoriales pour soutenir notre club du Guidon Chalétois sur le préjudice qui a été subi par le club il y a bientôt 6 mois. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Balaban. Oui, je voudrais quand même faire remarquer qu'effectivement, c'est dû aussi à la clause du contrat d'assurance dont le maximum était 50 000 euros. En fait, c'est dommage qu'ils n'avaient pas prévu un peu plus au niveau de leur clause, ce qui aura permis aujourd'hui de ne pas avoir cette différence-là. C'est ce qui est écrit en tout cas dans le délibéré que nous avons. Les clauses du contrat d'assurance du Guidon Chalétois prévoient un remboursement à hauteur maximum de 50 000 euros sur lequel s'applique une franchise de 10%. Donc c'est ce qui est écrit. Donc voilà, donc moi je vais tout simplement lire ce qui est écrit. Hein. Alors s'il y a une erreur dans l'écriture, c'est pas de ma faute. Donc voilà, moi on va pas voter contre cette délibération, bien sûr, on va voter pour, mais je voulais quand même le signaler que c'est quand même dommage qu'ils n'ont pas eu une meilleure assurance qu'ils ont aujourd'hui. Bien. Je veux juste préciser. J'ai pas de remarque. Non, mais pas juste préciser à l'ensemble de la noble assemblée que ça n'existe pas. C'est que les clauses des contrats d'assurance pour le haut niveau n'existent pas, et vous pourrez chercher qu'il n'y a pas de clause qui justifie qu'on peut avoir une franchise plus importante. C'est tout. Voilà, c'est tout. Si ça existait, bien sûr, on n'en serait pas là. Bref, bon, de toute façon, vous savez, nous, on est assuré, nous, notre prime d'assurance a été multipliée par 3 ou 4 depuis 2020. On a une franchise aujourd'hui de 300 000 euros. Et on n'a pas le choix, sinon on n'a plus d'assureur. On n'est pas en position de force aujourd'hui pour négocier nos contrats d'assurance, ou alors il faut décider d'être son propre assureur. Il y a des communes qui sont plus assurées aujourd'hui. Alors, s'il y a, vous voyez, ce qui se passe à droite à gauche, le centre de loisirs de Saint-Jean-le-Blanc, il y a eu le RAM là de Pétivier qui a cramé. C'est un peu inquiétant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le maire. C'est ce que je déploie d'ailleurs. C'est que le fait que, justement, au niveau des assurances, je suis intervenu auprès de l'État et auprès des maires de France, par l'intermédiaire de l'Association des maires de Loiret, pour qu'au niveau du Parlement, on trouve une solution, et il y en a, pour qu'on ait un système assurantiel public tel qu'il existait avant, et qui permette justement de mutualiser ce risque. Il y a 36 000 collectivités, je pense qu'on doit pouvoir avoir une assiette financière suffisamment large pour pouvoir assurer la sécurisation de cette affaire-là. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a que des compagnies d'assurance privées,
parce que même les compagnies mutualistes, soi-disant mutualistes, elles sont dans cette logique-là. Si elles ne gagnent pas de l'argent sur tous les contrats, elles les résilient. Alors c'est compliqué. Je ne vois pas comment on peut faire face à des sinistres et gagner tous les ans de l'argent. Il faut que les primes encaissées assurent, il y a des réserves obligatoires, etc., assurent les sinistres de l'année. Voilà. Et ça, il faut un régime, il faut un système public, assurantiel. Je pense par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts, on devra arriver à faire quelque chose quand même. Surtout vu le volume à assurer. Voilà. Bref. Alors, donc, pour la subvention exceptionnelle au guidon Chalet-Toit, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 13, attribution d'une aide spécifique à l'association du guidon Chalet-Toit. Monsieur Rambaud. Oui, donc, concernant sur le club cité, donc... le camion du club donc a plus de 10 ans, donc il affiche au compteur 450 000 km. Le camion du club, c'est tout simplement comme les grosses écuries cyclistes. Dedans, ça sert à stocker le matériel. C'est un camion atelier. C'est aussi tout le matériel pour le lavage. Enfin bref, c'est un camion qui est absolument fondamental pour aller sur toutes les courses partout en France. Donc le camion, donc il est nécessaire de procéder à son renouvellement. Il a fait largement son temps. Et après prospection, le modèle correspondant aux besoins du club, à savoir un transport de 6 personnes, bien sûr des coureurs sur les courses, avec des banquettes, une partie stockage et atelière de véhicules. Des contacts ont été pris. Aujourd'hui, seul un véhicule Volkswagen, on va faire un peu de publicité, répond à ces critères dans un budget le plus bas du marché. Bien entendu, tous les concessionnaires cités ont été sollicités par le club. Le prix également négocié s'élève à 80 000 €, auquel s'ajoutent 7 500 € pour les aménagements intérieurs. On vous a cité les planchers, les placards de rangement, l'habillage, les accroches, porte-vélo, les roues, bref, et tous les branchements inhérents, bien sûr, aux machines à laver, à l'outillage, aux compresseurs et autres matériels nécessaires. Le club a sollicité la collectivité à ce titre pour une aide spécifique à hauteur de 40 000 € répartie sur 4 années, avec un premier versement en 2025. Le conseil d'agglomération, la communauté d'agglomération Montargoise et le conseil régional Centre Val-de-Loire sont également sollicités pour une aide exceptionnelle sur cette acquisition future du guidon Chalet-Toit. En fait, le guidon a une opportunité. Là, c'est un engagement, bien sûr. On redélibérera avec le vote quand on votera le budget, parce que là, on n'inscrit pas des sommes au budget. Là, c'est un engagement qu'on prend ensemble ce soir. Il faudra confirmer cet engagement avec le budget 2025, 25, 26, 27, 28. On verra si voilà. Et ce soir, c'est une délibération de principe. Si vous faut la comprendre comme ça. On verse rien pour l'instant, c'est ça que je veux dire. On versera lorsqu'on aura voté le budget 2025. Là, c'est un engagement qu'on prend. Je voudrais oui, savoir... Monsieur Balaban. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est l'engagement de l'agglomération montargoise et quel est l'engagement de la région centre. Est-ce que, parce que là, on est quand même à 50% du camion. On avait déjà fait il y a 10 ans cette démarche également, qu'on avait payé 50% lorsqu'ils avaient acheté encore une fois ce camion-là, et que je sais que la région n'avait pas payé les 50%, il était à 20%, il était largement moins. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous, on doit payer 50% de ce camion-là, ou est-ce qu'on doit se mettre comme la région ou comme l'agglomération? Par exemple, pour tout à l'heure, on s'est mis sur le même prix. Est-ce qu'on ne devrait pas se caler sur le même prix que la région et l'agglomération montargoise? Aujourd'hui, on n'a pas connaissance du montant éventuel des aides de l'agglomération d'une part et de la région. Bon, voilà, donc ça, on les a pas. Ceci dit, aujourd'hui, il faut bien se dire les choses. Si le club n'est pas aidé par les collectivités, quelles qu'elles soient, et notamment la ville, pour renouveler ce camion, ce qui se passera, il faut se dire très clairement les choses, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, parce que si vous n'avez plus de camions pour aller sur les routes de France concourir, c'est l'arrêt du club. Alors si certains souhaitent l'arrêt du club, c'est leur droit. Enfin, très clairement, moi je vais revenir parce qu'on a eu l'assemblée générale du club. On a eu non mais on est là aussi pour des informations. Il y a eu l'assemblée générale du club vendredi dernier. Je rappelle que c'est une grosse assemblée générale. Il y avait quelques élus, y compris des autres strates qui étaient présents. On a quand même une fierté, il faut quand même se la revendiquer.
Le haut niveau, il y a des clubs qui ont des millions d'euros de budget, à ce niveau-là, avec des coureurs qui viennent du monde entier, des coureurs qu'on peut appeler parfois des mercenaires, parce que c'est aussi le terme. Nous, on a la chance d'avoir un club à vocation régionale, qui est le club formateur de tous les jeunes espoirs de la région Centre, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes espoirs, les meilleurs coureurs jeunes de la région Centre, ils sont dirigés sur le guidon challeitois. Donc il faut en être fier, parce que c'est pratiquement unique en France. Vous avez des gros clubs qui viennent de s'arrêter parce qu'ils sont concernés par cette inflation économique du sport de haut niveau. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Ils ont terminé 15e au niveau national cette année, donc quand même, il faut en être fier. C'est le club qui doit rester comme il est, à vocation familiale, mais aussi à une petite entreprise, parce qu'il y a comme des salariés, aidé par toutes les collectivités de la région Centre. Et donc demain, s'ils ne peuvent plus aller sur les courses avec le camion dont ils ont besoin, c'est sûr que c'est un club qui risque de s'arrêter. Ça serait vraiment dommage pour le sport et pour le monde du vélo en particulier. Voilà. Aujourd'hui, vous avez raison, on n'a pas les réponses de ces deux strates, mais bon, on peut penser qu'ils vont répondre favorablement. Voilà. Je propose qu'on mette une participation à hauteur maximum de 40 000 € sur 4 ans et qu'on ajustera, lorsqu'on votera la participation, il faudra délibérer chaque année pour le versement. On ajustera à ce moment-là le montant de la subvention en fonction de ce qui sera voté pour l'exercice 2025 par les autres communes, par les autres collectivités. Voilà. Je vous propose de modifier la délibération comme ça, Christophe. Donc à hauteur maximum de 40 000 €. Mais là, ils avaient besoin d'un engagement. Je comprends qu'en bonne gestion, le président du club, vis-à-vis de son association, a besoin d'un engagement de la collectivité de base, c'est-à-dire c'est nous. Voilà. On est chef de, comment on appelle, chef de file là-dedans, pour avoir le crédit. On fait comme ça. Mais bon, voilà, oui, financièrement, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, ça c'est pas pour eux non plus, mais pas de camion, pas de club, c'est bon, c'est tout, c'est pas compliqué, c'est pas du confort ni du luxe. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 14, attribution d'un complément de subvention à l'Union sportive de Chalette, Monsieur Rambaud. Oui, donc concernant l'USC, donc notre club Omnisport, il y a eu une demande de complément de subvention exceptionnelle à hauteur de 4 000 € qui était arrivée juste après le vote du budget au printemps dernier. Car ça concerne la section handisport de l'USC. Donc l'USC endosse depuis bientôt 2 années, donc depuis la fin 2001, le coût d'un apprentissage d'un jeune travailleur reconnu en situation de handicapé, dysphasique, trouble du langage, reconnu en mars 2023. Ce jeune a vocation de devenir éducateur sportif handisport. Il est licencié compétiteur à l'US Taekwondo depuis près de 8 ans. Il est amené à intervenir au sein des autres clubs sportifs de l'USC, des autres sections, afin d'étendre des connaissances et sa capacité sportive. Sa formation est axée sur une formation d'agent de développement permettant de concevoir, de coordonner, d'accompagner des projets de développement, d'accompagner les compétitions nationales, d'augmentation du nombre de licenciés de l'USC, développer le partenariat et ensuite de la gestion administrative et financière également dans son cursus de formation. Une 3e année était nécessaire pour aboutir à ce diplôme, donc cette formation est primordiale dans un projet commun d'ouverture d'une section handisport enfants-adultes au sein du club, proposé aux Challettois et aux habitants bien sûr de l'agglomération. Cette ouverture de futures sections est l'aboutissement de la formation de l'apprenti, mais à ce jour l'USC était dans l'incapacité de le rémunérer. Donc l'USC a sollicité une aide financière à hauteur de 4 000 € correspondant à la rémunération manquante et nécessaire à la formation de ce jeune. Vous avez le détail. Pour information complémentaire, les élus sollicitent également l'USC sur de nombreux projets. Il y a des partenariats et notamment des manifestations, y compris que la ville ou d'autres organisent. La dernière en date, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une soirée handisport au complexe du Château Blanc il y a quelques semaines où plusieurs centaines de scolaires ont été accueillis la journée et puis le grand public le soir, ça a vraiment très très bien fonctionné. Il y a également aussi des journées contre le harcèlement scolaire, journées contre le cancer, enfin il y a un certain nombre d'initiatives que le club prend. Donc l'absence de subvention des problématiques dans la gestion du club, donc au regard de la municipalité pour proposer une offre sportive d'activité de qualité,
Il est proposé ce soir au Conseil municipal de répondre positivement à la demande de l'Union sportive de Chalette et donc de voter cette subvention de 4 000 € pour terminer la formation du jeune formateur handisport. Juste une remarque. Je trouve ça très bien qu'on va avoir un éducateur sportif handisport. Je pense que c'est très important pour notre ville et également pour le sport en général. Donc nous voterons évidemment très favorablement à cette délibération. Oui, ce que j'ai oublié de dire pour tout le monde, c'est que c'est la première section handisport de l'agglomération qui va être créée. Donc voilà. Il y a des oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 15. C'est un avenant à la convention du GIP Ressia, déploiement de l'ENT, je sais pas ce que ça veut dire, Primauté à Prime-OT, oui. Sur les écoles élémentaires Pierre Perret et Camille Claudel. Madame Pasco. Merci, monsieur le maire. Donc, le GIP Ressia est le pôle régional de ressources et de compétences mutualisées contribuant à l'aménagement numérique du territoire ainsi qu'au développement des usages des TIC. Il assure une activité de veille technologique, juridique et financière permettant de fournir des prestations d'assistance, de conseil, d'expertise auprès de ses membres. Il mène des études de pertinence, de faisabilité et contribue à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du numérique. Il constitue un observatoire dans les domaines de l'aménagement numérique du territoire, infrastructures et usages, permettant de veiller à la mise en œuvre de politiques nouvelles liées aux TIC pour ensuite les évaluer et les adapter aux évolutions du contexte. Complété par la mise à jour d'un fonds bibliographique et la réalisation d'études spécifiques, les outils proposés doivent permettre de renforcer et de partager autour du GIP les connaissances et les enjeux du numérique en région Centre Val-de-Loire. Il confère au GIP Ressia la capacité pour accompagner ses membres dans la réflexion stratégique et prospective au niveau régional sur le numérique. Il contribue aussi au partenariat et aux coordinations avec d'autres régions françaises ou européennes. La commune de Chalette a profité de l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles subventionnées à hauteur de 50% pour adhérer au groupement d'intérêt public Région Centre Interactive GIP Ressia et signer une convention de déploiement de l'ENT Primauté avec une tacite reconduction annuelle pour les écoles Henri Barbus et Myriam Makeba lors du conseil municipal du 22 novembre 2022. Il était convenu que si l'utilisation de cette ressource s'avérait concluante, elle serait étendue aux autres écoles élémentaires ou primaires de Chalette. Les écoles élémentaires Pierre Perret et Camille Claudel ont émis le souhait de bénéficier de cet espace numérique de travail dès janvier 2025. À cet effet, il convient d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention pour ces deux écoles pour un montant annuel de 230 € par école, soit un montant total de 460 €. Alors pour faire beaucoup plus simple, parce que c'est peut-être un peu nébuleux pour certains, pour ceux qui ont des enfants à l'école ou au collège ou au lycée, c'est globalement l'équivalent de Pronote pour l'école élémentaire. Donc, ce qui permet une liaison parents-école, voire même il y a une application école-mairie qui peut simplifier beaucoup les choses. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 16. Convention avec l'Éducation nationale pour la mise en œuvre du dispositif petit déjeuner à l'école. Madame Pasco. Merci, monsieur le maire. Donc, considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive et que l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leur capacité d'apprentissage, il importe de favoriser un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et pour certains de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le gouvernement en 2018, prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale la distribution de petits déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire selon le choix de l'école et de la commune. Ce dispositif pour l'année scolaire 2024-2025 doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires tout en respectant les préconisations en matière d'équilibre alimentaire. La ville a accepté d'être volontaire pour la 4e année consécutive
pour promouvoir ce dispositif à destination de tous les enfants des écoles chalétoises. Aussi, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention afférente avec l'éducation nationale, s'y annexer. Alors, c'est ce que nous, on appelle dans nos écoles la pomme à l'école. Ce n'est pas un petit déjeuner en tant que tel, c'est sous forme de pommes qui sont mises à la récréation à disposition des enfants et qui fonctionnent bien et qui sont déjà remises en place depuis le mois de septembre. Mais la convention s'intitule « Petit déjeuner à l'école » parce que c'est parti de cette opération-là. Au départ. Voilà. Bien. Donc, je vous propose de m'autoriser à signer. Oui, monsieur Balaban. Oui, justement, c'est que les pommes à l'école, donc c'est la 4e année qu'on va le faire, et les années précédentes, à chaque fois, je le disais, on ne prenait pas au sérieux sur le fait qu'on donnait juste une pomme et pas un petit déjeuner. Là, je trouve que quand même, le but quand même de cette convention, c'est les inégalités alimentaires. Alors, je ne pense pas que la petite pomme fait en sorte qu'on devient égalitaire au niveau de l'alimentation du petit déjeuner. Donc, je trouve que la pomme est insuffisante. Alors, monsieur Balamont, c'est ma pensée, non, mais je comprends votre point de vue. Voilà. Il a été soumis aux écoles et toutes ont trouvé que la distribution d'un petit déjeuner, c'était beaucoup trop lourd au niveau de la gestion. Donc, ça avait été fait il y a quelques années et les enseignants n'ont pas du tout adhéré, et ont souhaité que ce type d'action soit arrêté. C'est pour ça qu'on a remplacé par la pomme, même si effectivement ça ne remplace pas un vrai petit déjeuner, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais entre rien du tout et une pomme, la pomme c'est quand même peut-être un petit peu mieux. Mais on est d'accord que ce n'est pas un vrai petit déjeuner. Tout à fait. Bien, en tout cas il faut conventionner, puisque c'est obligatoire, puisque c'est fait avec les enseignants sur le temps scolaire, donc une convention. Sinon, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 17. Alors, mise en œuvre de la revalorisation des professionnels de la petite enfance dans le cadre du bonus attractivité de la CAF. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. L'ancienne ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a officialisé en mars 2024 la mise en place d'une mesure visant à soutenir financièrement les professionnels de la petite enfance. L'objectif affiché étant d'améliorer l'attractivité de ce secteur en tension. Publiée en mai 2024, une circulaire de la CNAF acte de la création du bonus attractivité. Il s'agit d'un accompagnement financier de la branche famille de la sécurité sociale versée par les CAF, notamment aux collectivités gérant des établissements d'accueil du jeune enfant, EAJE, financés par la PSU, prestation de services unique. En contrepartie, les collectivités doivent offrir une revalorisation de rémunération pérenne aux agents travaillant dans ces structures, personnel et fonctions de direction, à hauteur de 100 € net minimum par mois. Les agents titulaires et contractuels en lien direct avec les enfants, déjà en poste ou recrutés dans l'avenir, seront concernés. La Caisse nationale des allocations familiales finance en totalité 66% brut chargé du coût de cette mesure, le surplus incombant aux collectivités. Le montant unitaire du bonus est de 475 € par place et par an est calculé en fonction du nombre de places prévues dans l'autorisation du fonctionnement PMI. Pour en bénéficier, la collectivité doit transmettre à la CAF la délibération officialisant la mise en place des mesures de revalorisation ainsi qu'un document déclaratif d'engagement sur la mise en œuvre pérenne de la revalorisation sur l'ensemble des professionnels auprès d'enfants en poste ou recrutés postérieurement à la délibération. Sur ces bases, la commune, répondant à l'ensemble des conditions requises pour percevoir le bonus attractivité et souhaitant valoriser ses agents travaillant dans le secteur de la petite enfance au sein de la crèche municipale Casanova, il est proposé de s'inscrire dans ce dispositif et de procéder à la revalorisation de ce personnel à hauteur de 100 € net mensuels à compter du 1er janvier 2025. Sur 2025, le bonus sera versé à compter du 1er juillet 2025 sur l'année complète pour les autres années.
Le coût prévisionnel de la mesure est d'environ 18 000 € annuels, compensé en 2025 par un bonus estimé à 14 000 € de juillet à décembre, donc parce que l'établissement y ferme dans l'année, il y a 6 semaines de fermeture par an, 4 l'été et 2 dans les périodes de Noël, et par un bonus estimé à 16 500 € pour les autres années. Le personnel concerné, c'est uniquement donc les personnes qui s'occupent des enfants. N'est pas concerné ni la cuisinière ni l'agent d'entretien. Voilà. Très bien. Des questions? Bon, alors, vous avez compris que la CAF allait compenser une partie de ce bonus. 66%. 66%. Il y a un engagement sur, pour l'instant, combien d'années? À partir du 1er 3 ans. janvier 2025 et sur l'année complète pour les autres années. Il y a un engagement de la CAF sur 3 ou 4 ans. Hein. Après, on ne sait pas. 5 ans. 5 ans. Sur 5 ans. Dans 5 ans, on risque d'avoir les 100% de notre charge. Je vous le dis tout de suite. C'est comme ça. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. C'est adopté. Modification du tableau des effectifs. Délibération numéro 18. Madame Hug. Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le motif suivant. Création d'un nouveau poste d'adjoint administratif territorial à temps complet pour exercer les fonctions d'agent administratif et d'accueil polyvalent qui pourrait intervenir sur plusieurs structures ou des quotités de travail adaptées aux besoins de la collectivité. On a déjà voté lors du précédent conseil un poste polyvalent et là nous en revotons un deuxième puisqu'on a des agents qui sont obligés d'être sur plusieurs postes, donc d'où la création, mais c'est des agents qui sont déjà présents dans la collectivité, ce n'est pas des nouveaux agents, c'est des agents qui sont amenés à travailler sur plusieurs postes. C'est des agents polyvalents. Polyvalents, donc nous aurons 2 postes d'agents polyvalents. Oui, M. Balavant. Merci, Monsieur le maire. Je me posais la question, c'est au niveau des délégués syndicaux de la ville et également au niveau de la commission de santé, quelles ont été leurs appréciations? C'est passé en CST, ça? C'est passé en CST. C'est une création de poste, donc ça doit passer en CST en toute logique. Oui, ça a été, et quel a été leur... Ça a été voté à l'unanimité en CST. Et voilà. Les agents concernés sont aussi partie prenante de cette... De ces postes. Ben merci, je trouve que c'était important de dire que le CST s'était prononcé favorablement, je trouve. Et donc, bien, donc, les agents concernés sont partis. Alors, je vous propose donc de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 19. Création d'un emploi permanent de directeur du centre aquatique Claude Blin et autorisation de recruter. Madame Hug. Au terme de l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu de la technicité requise pour le fonctionnement de la gestion technique, administrative et humaine du centre aquatique Claude Blin, la ville de Chalette-sur-Loing souhaite créer un emploi permanent de conseiller des activités physiques et sportives, APS, à temps complet à compter du 1er janvier 2025 pour exercer les fonctions de directeur du centre aquatique Claude Blin. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière sportive du cadre d'emploi des conseillers des APS au grade de conseiller des APS. Au regard de la spécificité de l'emploi, de l'expertise et des compétences attendues, et si le recrutement d'un fonctionnaire s'avère infructueux, l'emploi pourra être occupé par un agent contractuel relevant de la catégorie A, conformément à l'article L. 332-8-2 du Code général de la fonction publique, qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique de recruter un contractuel sur tout emploi permanent.
L'agent contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 et numéro 88-145 du 15 février 1988. Ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Ce contrat sera renouvelable par reconduction express en respectant la procédure de recrutement mentionnée ci-dessus. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. La rémunération sera calculée par référence à l'échelle indiciaire du cadre d'emploi des conseillers des APS au grade de conseiller des APS. Elle sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leurs exercices, la qualification détenue par l'agent contractuel ainsi que son expérience. Au regard de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie A de la filière sportive de cadre d'emploi des conseillers APS au grade de conseiller des APS pour exercer les fonctions de directeur du centre aquatique Claude Blin à compter du 1er janvier 2025. Dans l'hypothèse du recrutement infructueux d'un fonctionnaire et en raison des besoins de service ou de la nature des fonctions, d'autoriser Monsieur le maire à recruter éventuellement un contractuel sur le fondement de l'article L. 332-8-2 du Code général de la fonction publique. C'est un emploi qui est déjà aussi existant. C'est la directrice du centre aquatique. Bien, c'est la question. Je vous propose donc de voter la création de cet emploi permanent. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 20, mise en œuvre à titre expérimental du congé menstruel. Madame Hug. Alors qu'il concerne des milliers de personnes, les cycles menstruels demeurent aujourd'hui encore une souffrance pour bon nombre de femmes et un tabou de société. Dans un sondage réalisé par l'IFOP en mai 2021, près d'une femme sur 2 dit souffrir de dysménorrhée, règles douloureuses, et 20% déclarent même avoir des règles très douloureuses. Pourtant, chaque mois, entre l'adolescence et la ménopause, qui correspond de surcroît à la période la plus active de la vie, les femmes doivent assurer leur activité quotidienne tout en supportant, voire en masquant leurs règles et les souffrances occasionnées. En société, cette douleur est bien souvent cachée, voire sciemment invisible, afin d'éviter notamment les remarques désobligeantes. D'ailleurs, 46% des femmes ont déjà eu le sentiment que la gêne ou la douleur liée à leurs règles était sous-estimée. Cette tendance est d'autant plus vraie que dans le milieu professionnel, dans l'étude IFOP, 68% des femmes interrogées estiment que les règles sont un sujet tabou en entreprise. Une autre étude de 2022 démontre que 21% des femmes interrogées ont déjà subi des moqueries et des commentaires désobligeants en raison de leur menstruation. Plus inquiétant encore, 65% des femmes salariées ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail, quand 35% d'entre elles déclarent que leurs douleurs menstruelles impactent négativement leur travail. Je ne vais pas vous lire jusqu'à la fin, vous avez tout eu le détail. Donc on va... voilà, donc c'est une expérimentation pour 1 an. Donc voilà, le pôle RH et santé au travail appuyé par l'association M et sa présidente, Madame Torres, a porté le projet de la mise en place du congé menstruel dans notre collectivité. Dans ce cadre, un questionnaire avec réponse anonyme a été remis en début d'année 2024 à l'ensemble des 200 agents de la collectivité. 89 d'entre elles ont répondu. Les résultats comparables aux données nationales sont les suivants. 54% des douleurs menstruelles, 10% souffrent d'endométriose ou maladie gynécologique, 56% répondent que les douleurs ne les empêchent pas de travailler, 74% ont répondu jamais à la question « Avez-vous dû prendre un arrêt de travail à cause des douleurs ?» 68% sont favorables au congé menstruel. Ces chiffres démontrent que les agents, dans leur grande majorité, continuent d'exercer leur mission malgré les douleurs. Si elles sont favorables à la mise en place du congé menstruel, 68%,
l'adaptation de poste semble globalement préférée à l'autorisation spéciale d'absence. Voilà. Soit un aménagement de poste, soit un aménagement du temps de travail. C'est soit un recours au télétravail, donc c'est en fonction aussi des emplois, voilà, de leur poste. Une personne qui est à TSEM ou dans les cantines scolaires ou à l'entretien, c'est plus difficile d'être en télétravail. Soit l'obtention d'1 à 2 journées d'autorisation spéciale d'absence par mois également, mobilisées pour se rendre à des examens médicaux liés à cette pathologie. Donc, il est suggéré que ce dispositif soit mis en place à titre expérimental à partir du 1er janvier 2025 et fasse l'objet d'un bilan à l'issue de la première année de mise en œuvre pour le valider ou non à titre définitif en décembre 2025. Très bien, merci. Bon, vous avez bien compris le sens de cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Jolivet. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Le groupe écolo au niveau national a fait des démarches dans ce sens-là. C'est très important. Malheureusement, ce qui manque dans la délibération, c'est un minimum économique. Enfin, s'il y a un petit budget pour les aménagements, et dans quel budget sera pris dans quel budget ça sera pris, quoi. Voilà, ça serait quand même important d'y prévoir un budget. Voilà. Bon, de toute façon, ça va se mettre en place. De toute façon, les gens qui sont... C'est expérimental, hein, ça va se mettre en place. Les gens, ils sont des autorisations. Chaque cas il n'y a pas de mesure générale, c'est des cas individuels après qui seront traités en fonction du poste, en fonction de la pathologie, en fonction de plein de choses. Donc, sur certificat médical aussi. Évidemment, il faudra un certificat médical. Oui, voilà. Évidemment, il y a une procédure il y a un règlement qui est mis en œuvre. Voilà, après, on avancera en marchant. Oui. Pour compléter, oui, merci beaucoup. Pour compléter, Monsieur Jolivet, effectivement, il y aura des manques. Enfin, il y a une charge de travail du coup qui va augmenter. Et que devient cette charge de travail? Puisque lorsqu'on est absent pendant 2 jours par mois, la charge de travail de ces 2 jours, qui le fait? Et comment ça va se passer? Et pour ces salariés, est-ce que du coup, ils vont devoir travailler plus dans une d'heures, ou est-ce qu'ils seront un peu plus dans le stress à essayer de faire le travail d'un mois en 2 jours en moins? C'est la question, en fait, elle est là. Et puis, je trouve que cette partie-là n'a pas été évoquée et n'a pas été quantifiée également. Et je trouve qu'il est important de quantifier et de trouver une solution à cette charge de travail qui sera... qu'il va falloir le faire. En fait. C'est compliqué de quantifier puisqu'il n'y a aucune expérience. Personne s'arrête aujourd'hui pour ces raisons-là. Personne. Donc on ne sait absolument pas combien d'agents vont rentrer dans le dispositif. On n'a aucune idée. Donc on va s'adapter sur la première année en fonction des situations, des charges de travail, des missions, de la possibilité de télétravailler cette journée-là ou pas. Voilà, on va s'adapter et ça se décidera en lien avec le chef de service, tous ces aspects, toutes les conséquences avec les chefs de service, service par service. Hein? Aujourd'hui, on a peut-être quelques agents qui s'arrêtent sans qu'on sache non plus la cause. Parce qu'il y a des agents, des fois, ils prennent une journée de congé, peut-être aussi. Elles prennent peut-être sur leur congé aussi. Donc, voilà. En tout cas, ça permettra aux agents, écoutez, de s'arrêter 2 jours maximum, ce qui, avec les projets de franchise, voilà. Bien. Oui, Madame Durand. Oui, donc moi je suis pas tout à fait d'accord en fait. J'aurais voulu mes camarades, mais je suis pas tout à fait d'accord en fait pour plusieurs raisons. Donc c'est passé en fait à l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu des débats et ça a été rejeté. Oui, la droite n'en veut pas. Voilà, c'est très simple. C'est une mesure progressiste proposée. C'est pour ça qu'on fait le vœu d'ailleurs. Hein. Ça vous a pas échappé. Derrière la délibération numéro 22, c'est un vœu que nous adressons au Parlement pour que les parlementaires votent une loi allant dans ce sens-là, qui crée un cadre. Mais je comprends bien, Madame Durand, vous êtes une femme de droite et que vous êtes contre ce genre de mesure qui va dans le sens de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses.
Il n'y a pas de secret. Voilà. Mais je vous laisse la parole quand même. Ben, je vous remercie de me la laisser. Si vous voulez que je ne m'exprime pas, Ouais. vous me le dites dans ce cas-là. Non, mais on a l'habitude des positions de droite de Madame Durand. D'accord. Bon, alors donc je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est passé à l'Assemblée nationale, ça a déjà été beaucoup débattu. Et moi je trouve qu'en fait, si on élève un petit peu, je suis d'accord avec la cause, je trouve que c'est normal qu'on puisse attirer l'attention sur ce sujet-là. Et dans le sens, c'est réussi, dans le sens où ça n'est plus un tabou. Je suis aussi d'accord évidemment que c'est une situation douloureuse. Mais là où je trouve que c'est un petit peu, si on élève un petit peu, en fait, il est question de la suppression par rapport au jour de carence. Et donc, on est dans une administration, et donc l'administration, déjà, on n'a qu'un seul jour de carence pour la sécurité sociale, alors que la majorité des gens qui sont dans le privé, ils ont 3 jours de carence. Donc, c'était une des principales causes du fait que ça avait été rejeté, parce que ça crée une inégalité. Il y a déjà, c'est assez impopulaire, le fait que dans la fonction publique, on n'ait qu'un seul jour de carence par rapport à 3 jours de carence. Donc, c'est par rapport à ça. Et moi, je trouve que ça crée une autre forme de discrimination, parce que dans ce cas-là, on peut aussi penser aux salariés, surtout par rapport aux 2 jours d'ASA, aux 1 ou 2 jours d'ASA consécutifs, parce que dans ce cas-là, on peut aussi, pourquoi focaliser sur la cause des femmes? On peut aussi focaliser sur d'autres pathologies, d'autres ALD, des gens diabétiques, d'autres pathologies qui pourraient aussi bénéficier d'exonération des jours de carence ou de jours d'ASA sur certificat médical. Et il y avait un troisième... voilà, ça y est, ça me revient. Et donc, il y a un autre point aussi, c'est que si on tient tant à ce point-là, à la cause des femmes et à l'égalité hommes-femmes, dans ce cas-là, tous les contrats précaires, tous les contrats de 18 heures, de 20 heures dans les communes, pourquoi on ne crée pas une prime spécifique à l'intention de toutes les femmes pour que leur salaire soit revalorisé, pour que leurs conditions de vie soient améliorées? Donc moi, voilà, c'était toutes les raisons pour lesquelles... Et je ne suis pas de droite, monsieur de Beaumont, je ne vous permets pas, parce que moi, je ne vous permets pas de me donner des étiquettes comme ça, je n'en ai pas. Mais c'était pour toutes ces raisons-là que je trouve que c'est plutôt c'est bien d'attirer l'attention, mais je trouve que c'est plutôt contre-productif. Et aussi, dans une collectivité, ça peut créer sur un jour ou 2 d'ASA. Moi, je trouve que ça crée une inégalité salariale aussi, par rapport à d'autres personnes qui ont d'autres pathologies invalidantes. Et aussi pour les hommes. Écoutez, c'est un combat que mène un certain nombre de parlementaires de la gauche depuis un certain nombre d'années. Ça a été et vous l'avez justifié vous-même. La droite le refuse par rapport aux jours de carence. Mais on est contre les journées de carence, nous. Donc il ne s'agit pas il faut les supprimer dans le privé aussi. Voilà, et tout le monde sera au même point sur les journées de carence. Vous dites qu'il y a des journées de carence, ça va créer une égalité, donc faut pas... Non, c'est quand même stupéfiant comme argument en termes d'arguments politiques. Non, je dis que c'est pas populaire. C'est pas populaire. On a l'habitude de vos prises de position qui sont quand même, qui sont pas des positions de gens de gauche. Alors, je dis, si vous n'êtes pas de droite, j'en prends acte, mais enfin, c'est pas des positions de gens qui sont de gauche, qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses. Mais chacun fait ce qu'il veut. C'est bien pour ça, de toute façon, qu'on vote la motion. Vous serez d'accord pour voter la motion, peut-être, pour que le Parlement s'empare de cette affaire et trouve des solutions. Voilà. Après le reste, il y a des pathologies qui sont prises en charge par la sécurité déjà, par la CPAM. Le Parlement, il s'en est saisi. Les ALD, etc., c'est pris en charge déjà à 100%, etc. Donc, on n'est pas dans le même dispositif. Là, on est dans un dispositif nouveau, c'est sur des souffrances personnelles qui agissent sur vos possibilités de travailler et qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte. Nous, on propose quelque chose à titre expérimental. On demande aux collectivités toujours d'expérimenter. On lance quelque chose d'expérimental qui, je pense, ne va pas coûter grand-chose à la collectivité, qui va éviter d'aller voir le médecin systématiquement. Il y aura au lieu d'aller voir son médecin tous les mois à chaque fois qu'on a mal au ventre, là, on aura un certificat médical valable plusieurs mois. On fera faire des économies à la Sécu en plus. Et voilà. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Mais c'est pas grave. Donc, je vous propose, donc, s'il n'y a pas d'autres interventions... Oui, Monsieur Faure.
Bonsoir, monsieur le maire. J'avais juste une question sur... voilà, je vais voter à titre personnel cette motion et la motion qui suit derrière. Non, ce qui m'interrogeait, c'est concernant en fait tomber le secret médical, du coup. Et en termes d'éthique, est-ce qu'il y a eu une réflexion portée là-dessus? Voilà. Écoutez, ça va se gérer. Enfin, il n'y a pas marqué. Il y aura un arrêt de travail, un ASA. Ça va se faire dans le secret. Enfin, ça sera géré par. Sur le document envoyé à l'employeur, il n'est pas marqué la cause de la maladie. Ouais. C'est un certificat médical qui fera, voilà, et qui sera géré par le. Il n'y aura pas la cause de l'arrêt. C'est un certificat médical qui stipulera seulement une maladie gynécologique. La maladie en soi ne sera pas précisée pour justement préserver le secret médical. Mais ça doit être encadré par un certificat médical. Non, mais voilà. Vous savez, quand vous êêtre en ALD, c'est pas le même débat. Hein. Enfin, on se doute bien que malheureusement, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Ce congé ne sera peut-être pas pris non plus systématiquement tous les mois. On offre la possibilité de prendre ce congé d'une ou deux journées par mois. C'est progressiste. C'est une délibération progressiste. Mais on montre l'exemple. Hein. Peut-être que Chalette, les villes communistes ont pris depuis un siècle de nombreuses délibérations qui étaient illégales quand elles ont été prises et que la loi a finalement fait passer dans la vie de tous les jours. Heureusement qu'il y a des municipalités qui prennent des initiatives. Alors peut-être que si Madame la préfète, Madame Durand, si Madame la préfète fait la même lecture que vous, elle va attaquer cette délibération. Mais donc ça fera l'occasion d'en aller en discuter au tribunal administratif. Effectivement, puisque comme ça a été déjà débattu, donc c'est utilisé en fait l'échelon communal pour passer par-dessus une loi qui a été refusée au niveau national. Mais ça, c'est une habitude peut-être. Ce qui n'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit. Mais après, sinon on ne va jamais de l'avant, Madame Durand. Il y a un vide juridique, mais la loi ne l'interdit pas. On verra. Il faut aller de l'avant. Bon, on est déjà dans l'après. Soyons dans le présent déjà. L'après, on verra. Ça sera après les vacances de Noël. On verra bien. Donc, je vous propose de voter, s'il n'y a pas d'intervention, de procéder au vote concernant cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une abstention, c'est ça? Vous n'avez pas de pouvoir. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 21. Modification des modalités de mise en œuvre du télétravail. C'est un petit toilettage de règlement. C'est ça? C'est juste un petit toilettage du règlement. Il n'y a pas beaucoup de modifications. On ne va pas tout lire. Dites, Marie-Madeleine, donnez-nous juste les modifs qui sont faites à la marge. Il est proposé de voter une nouvelle délibération reprenant l'ensemble des modalités de mise. Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est la fin. C'est fait pour intégrer dans le règlement des congés, justement, la délibération qu'on vient de voter. Voilà, c'est ça. C'est tout. Vous l'avez tous lu. En fait, on intègre dans le règlement des congés le congé menstruel. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si vous êtes... Je vous propose qu'on... Parce que là, on a repris tout le règlement. On ne va pas lire tout le règlement. Il y a une phrase qui modifie, voilà. Oui. Les personnes, elles auront droit à 2 jours. C'est juste la modification pour que les personnes concernées aient 2 jours. Oui. Voilà. Dans le cadre de la mise en œuvre à titre expérimental du congé menstruel, tel que prévu par la délibération du 14/11/2024, l'agent souffrant de dysménorrhée invalidante peut, sur présentation d'un certificat médical valable 1 an, établi par un professionnel de santé attestant d'une pathologie ayant pour conséquence des règles douloureuses, être autorisé à télétravailler à raison de 2 jours par semaine pendant la période menstruelle. Cette organisation est exclusive des autres aménagements possibles prévus dans la délibération ASA, aménagement de poste ou de temps de travail. Voilà. Très bien. Allez,
propose de procéder au règlement de modification du règlement. Les congés, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 22. Un vœu, c'est ça, vœu visant à la mise en place d'une réglementation nationale visant à protéger les femmes souffrant de pathologies liées aux menstruations. Madame Hug. C'est Non. Madame Pasco. Non, c'est moi. Ah ben, C'est Madame Torres. Pardon, voilà. Partie de billard. Madame Torres, allez-y. Considérant que les douleurs pelviennes, abdominales et dorsales, nausées, céphalées, hémorragie, la fatigue, le mal-être sont des troubles dont souffre régulièrement plus d'une femme sur deux, selon un sondage IFOP de 2021, considérant qu'une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, que cette maladie, dont le diagnostic met plusieurs années, touche 2,5 millions de femmes, considérant que ces pathologies engendrent la répétition chaque mois d'épisodes de souffrance physique et psychologique qui se passent en silence et souvent dans l'indifférence ou l'ignorance et sont générateurs d'incompréhension, notamment dans la sphère professionnelle, considérant que ces pathologies sont une réalité qui constitue encore aujourd'hui un tabou, considérant que ces pathologies sont la cause d'absentéisme professionnel, d'abandon de carrière, de démotivation, de perte de confiance en soi, considérant que la levée du tabou des règles douloureuses et l'accompagnement des salariés qui les subissent est un préalable à une avancée vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, considérant que les femmes sont les premières victimes de la crise inflationniste et qu'il n'existe à ce jour aucun cadre légal dans notre pays permettant aux femmes de s'arrêter sans perte de salaire lorsqu'elles souffrent de dysménorrhée invalidante, considérant que plusieurs pays, dont l'Espagne depuis 2023, et de plus en plus d'entreprises, d'associations et de collectivités locales font en France le choix d'agir afin que ces pathologies soient prises en compte dans le monde du travail, considérant que la sécurisation juridique de leur prise en compte et l'égalité de toutes les femmes implique la définition d'un cadre réglementaire national clair et précis. Et donc, la délibération, enfin, le vœu, c'est... Et voilà. Donc c'est un vœu, voilà, c'est un vœu qu'il faut voter. Par contre, si vous voulez bien, il y a des remarques sur ce vœu. On dit rien de plus que ce qu'on a dit tout à l'heure dans la délibération. Hein. Donc je vous propose de voter ce vœu qui sera transmis évidemment à la préfecture. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Alors, je vous propose un vœu qu'on vous a mis sur table, une motion, pardon. Ça concerne GDF, puisque nous allons devoir débattre le mois prochain. Alors, vous avez vu qu'il y avait eu un article dans le chalet de Place Commune, c'était quand? C'était en novembre. Dans le chalet de Place Commune de ce mois-ci, vous avez un article sur le renouvellement de notre concession gaz, qui est arrivé à échéance et qu'on doit renouveler. Donc ça, on en débattra le mois prochain parce qu'on n'avait pas encore tous les éléments sur la concession. En attendant, je vous propose qu'on vote une motion concernant le gaz de France. Madame Pasco. Merci, Monsieur le maire. Donc, motion pour le retour d'EDF et GDF dans le giron de l'État. Après la Seconde Guerre mondiale, les entreprises EDF et GDF sont nationalisées afin de permettre une souveraineté énergétique et une reconstruction du pays. Toutefois, une quarantaine d'années plus tard, ces mêmes entreprises, sous l'impulsion de politiques libérales, sont en partie privatisées au grand désarroi des syndicats qui y sont fortement implantés. En effet, ceux-ci craignent la dépression de la qualité du service rendu au public au détriment de l'enrichissement des actionnaires privés. Cette peur est malheureusement confirmée avec la diminution des effectifs de salariés de ces secteurs, menaçant ainsi la bonne réalisation de leur mission de service public, ainsi que différentes mesures prises notamment sur l'allongement des durées de vie des équipements. Considérant que l'énergie est un bien essentiel pour tous les citoyens et que son accès doit être garanti, équitable et à un coût maîtrisé. Considérant que la privatisation d'EDF et GDF
a conduit à une augmentation des tarifs, à une précarisation de l'accès à l'énergie pour les ménages les plus modestes et une dégradation des services publics, considérant que les enjeux de la transition énergétique nécessitent un contrôle public renforcé afin d'assurer une planification écologique et durable, considérant que la crise climatique impose de repenser notre modèle énergétique en favorisant les énergies renouvelables et en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, considérant que la précarité énergétique est un phénomène grandissant et qui concerne les plus modestes de nos concitoyens, il est impératif, par le biais d'un service public fort, de mettre en œuvre des solutions pour l'éradiquer, notamment en se tournant vers de nouvelles technologies et énergies, biométhanisation, parcs photovoltaïques, énergie hydraulique. Le conseil municipal, premièrement, rappelle l'importance d'un service public de l'énergie sous contrôle étatique pour garantir l'égalité d'accès à l'énergie pour tous. Deuxièmement, exprime ses préoccupations quant aux conséquences de la privatisation progressive des entreprises de distribution d'énergie. Troisièmement, demande le retour d'EDF et GDF dans le giron de l'État au travers d'un pôle national de l'énergie disposant d'un monopole pour garantir un service public accessible, de qualité et respectueux de l'environnement. Quatrièmement, s'engage à soutenir toutes les initiatives visant à mobiliser les citoyens et les élus en faveur de cette cause et invite l'ensemble des élus de notre commune à se positionner en faveur d'un modèle énergétique qui place l'intérêt général au cœur des décisions politiques. Cinquièmement, adopte la présente motion. Sixièmement, adresse cette motion à Monsieur le Premier ministre et aux représentants de l'État dans le département. Merci. La parole, à qui veut la prendre? Monsieur Guedj. Merci, Monsieur le maire. Je suis d'accord sur cette motion, sauf que je pense qu'elle est incomplète. Elle ne met pas l'accent sur des problèmes, sur principalement un problème qui est un problème important de notre époque. Donc on parle, effectivement, ça a été privatisé, donc forcément les actionnaires vont en profiter, etc. Donc, très bien. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi qui aurait pu être mise dedans de très important. On vit une époque où les réseaux d'infrastructures, que ce soit le numérique, les réseaux routiers, les réseaux de gaz, les réseaux électriques, etc., nos gouvernants veulent les améliorer par la concurrence. En France comme en Europe, etc. Et ça, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Je pense que ça aurait pu être l'erreur de principe, enfin, la position de principe aurait mérité, je pense, d'être mise dans cette motion. C'est-à-dire que, j'essaie de m'exprimer mieux, je pense qu'il faudrait distinguer pour tous ces réseaux les infrastructures des services qui sont portés par ces infrastructures, ce qui n'a pas été fait. Par exemple, sur les réseaux numériques, on a décidé d'ouvrir ça à la concurrence, et bien, il y a des différents fils qui sont tirés dans les rues, il y a différents... Enfin, c'est un vrai bazar, quoi. Il y a même des gens qui débranchent les fils des uns pour brancher ceux des autres. Enfin, c'est absolument sidérant comme situation. Pourquoi on a ça? Parce qu'on n'a pas distingué les infrastructures du service qui est rendu sur ces infrastructures. Pour moi, par exemple, les infrastructures numériques devraient être fournies par la puissance publique. Et après, qu'il y ait de la concurrence sur le FAI qui fournit l'abonnement Internet, pourquoi pas? Mais l'infrastructure devrait rester publique. Si je prends les réseaux routiers, que le dépannage automobile soit mis en concurrence et qu'il y ait des dépanneuses de tel ou tel prestataire qui interviennent, moi ça ne me gêne pas. Par contre, la route elle-même, qui est l'infrastructure, devrait rester publique et pas être privatisée comme on a vu sur des autoroutes ou des choses comme ça. Bon. Ce défaut de distinction entre les infrastructures et le service qui peut être mis en concurrence, et pas les infrastructures, on a vu les effets néfastes que ça a eu avec l'électricité. On a créé une fausse concurrence en faisant en sorte que EDF subventionne de fait des entreprises fictives qui ne produisent pas d'électricité, en fait. Donc c'est complètement délirant comme système. Voilà. Donc, je pense que une telle motion aurait mérité de mettre le doigt sur ce problème essentiel de notre époque,
qui est de distinguer les infrastructures du service et de cesser de mettre en concurrence les infrastructures parce que c'est délirant. Et j'avais un deuxième point, voilà, qui est beaucoup plus factuel. Là, ça a été un peu abordé dans ce qui a été dit sur les nouvelles énergies, etc., la transition énergétique. On a aujourd'hui, au-delà de la production principale qui est d'électricité, des productions alternatives marginales, des panneaux photovoltaïques. Oui. Voilà, elles se développeront peut-être, mais ça reste marginal. Combien 25%, donc 75% contre 25%, c'est pas si marginal que ça, je suis d'accord avec toi Thierry, mais voilà. En fait, cette notion aurait pu mettre l'accent sur un autre défaut de notre époque, qui est le fait que quand quelqu'un produit lui-même son électricité localement ou en groupe, vous voyez, ça peut se faire aussi comme ça, il sollicite moins les infrastructures communes, les coûts fixes communs. Donc le coût de l'abonnement à l'EDF devrait être, si tu veux, comment dire ça, adapté pour tenir compte du fait que la personne ne sollicite plus autant qu'avant les infrastructures communes. Parce qu'en fait, en laissant un coût d'abonnement le même, la personne est découragée, en partie découragée, de produire elle-même son électricité, puisqu'elle sollicite moins les infrastructures communes. Il devrait y avoir un abonnement adapté au fait que il y a besoin de moins ça coûte moins à la collectivité ou à l'entreprise qui le fait. Donc pour moi, c'est aussi, pour favoriser la transition énergétique, il y a aussi ce coût de l'abonnement adapté à l'autoproduction. Hein, non, on a compris. Voilà mes deux points que j'aurais pensé. Il y a plusieurs débats ils sont tous liés. Tous ces débats, ils viennent de l'inscription dans la Constitution européenne de la concurrence libre et non faussée. Voilà. Et à partir de là, depuis 40 ans, on a tout bradé. Tout. Dans tous les domaines. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bon. Donc, c'est bien ça qu'il faut remettre en cause. On est entièrement d'accord. Mais, Monsieur Gage, ce que vous dites, on est entièrement d'accord. C'est le sens de la délibération. Bon courage. Dans le cadre de la... Est-ce qu'elle peut être modifiée ? Dans le cadre de la libéralisation de l'économie en Europe, tous les grands services publics nationaux ont été démantelés. On a séparé la production du transport et de la distribution. On a fait d'une entité, on a fait 3 entités. La première et la deuxième sont encore sous contrôle public, mais la troisième a été complètement libéralisée, avec l'obligation pour EDF de vendre à un prix très bas l'électricité que les distributeurs d'énergie revendent au prix du marché, en encaissant des sommes folles. Bon. Mais ça a été valable avec la privatisation de France Télécom, à l'époque, où le réseau d'infrastructures a été privatisé d'un côté. Alors, on a fait ça aussi on libéralisait, mais on essayait de protéger le marché français. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a mutualisé le réseau au niveau de la fibre optique. On a mutualisé dans des conventions départementales des réseaux d'arrivée de la fibre optique. Après, maintenant, on est dans le dégroupage où tout le monde peut se servir du réseau qui a été financé par une entité au départ. Donc, on est dans des systèmes complètement hybrides. Pour le train, c'est pareil. On a SNCF Réseau qui est propriétaire du réseau et qui l'entretient, qui le développe. Et puis, on est en train de privatiser des morceaux de réseau. Ils sont en train de lancer ça sur la RATP, etc. Ce modèle ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Ce modèle qui a été mis en œuvre avec Thatcher il y a 40 ans en Angleterre, regardez où ils en sont dans toutes leurs infrastructures, dans tous leurs réseaux qui sont en ruine. Donc, on est entièrement d'accord. C'est bien le sens de la délibération qu'on veut un pôle public de l'énergie et un monopole. C'est-à-dire, le monopole, il contrôle la production, le transport et la distribution. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ce modèle-là, dans le cadre d'une planification sur du long terme, qui permet c'est le seul modèle économique qui, aujourd'hui, permet à la fois
de répondre aux besoins des usagers, d'avoir une économie à peu près à un prix correct, mais aussi de financer, et en même temps de financer les investissements extrêmement lourds qu'il y aura à faire dans les décennies qui viennent, soit pour sortir du nucléaire, pour ceux qui veulent sortir du nucléaire, même si c'est plus malheureusement à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc il faudra, de toute façon, aujourd'hui c'est ce qu'on dit dans la délibération, on prolonge la durée de vie. Ad vitam on prolonge la durée de vie des infrastructures, ce qui passe en danger pour les centrales nucléaires qui n'est pas en danger, mais pour les réseaux de transport qui aujourd'hui vont aboutir à des réseaux qui vont devenir qui seront en mauvais état. Donc, c'est le seul modèle économique qui permet à la fois de protéger l'intérêt des usagers en France, des ménages, les entreprises qui aujourd'hui délocalisent et ferment en France. On prend l'exemple des boulangers parce que l'énergie est devenue inabordable, c'est un coût prohibitif. On est en train de ruiner l'économie française en restant adossé sur le modèle actuel. Et qui permet de financer les investissements à venir, soit pour renouveler le nucléaire, soit pour financer les énergies renouvelables dans tous les domaines. C'est le seul modèle économique. C'est le modèle français qu'on a connu après-guerre, où on a permis l'équipement de toute la France en matière d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de tout ce que vous voulez, avec les mêmes tarifs pour tout le monde, quel que soit l'endroit de la France où vous habitez. Et dans le monde actuel, il faut revenir parce qu'il faut revenir à ce modèle qui considère qu'il y a un certain nombre de marchandises qui sont des biens communs de l'humanité qu'il faut protéger. C'est l'eau, c'est l'électricité pour se chauffer, c'est etc., etc. Voilà. Mais cette délibération, elle va, Monsieur Guelch, complètement dans ce sens de dire il faut protéger. Elle va dans ce sens, parce que je disais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais cette analyse que vous venez de développer, je pense qu'elle aurait bien trouvé sa place dans ce document pour asseoir les idées. Vous savez, dans un mois, on va redébattre du renouvellement pour 30 ans ou pas de la concession de gaz. On pourra longuement affiner notre réflexion. Oui, Monsieur Faure. Oui, Monsieur le maire. Non, c'est dommage, on aurait souhaité, comme d'habitude, quand il y a des motions qui arrivent, les avoir un peu plus tôt pour pouvoir porter une réflexion. Voilà, on aurait peut-être eu moins d'échanges et on aurait pu compléter. Très bien. Voilà, tout simplement. Donc pensez-y, parce que bon, je pense qu'elle a bien été étudiée quand même. On va passer au vote. Donc, c'est une motion, pardon, c'est pas un vœu. On va la voter à main levée. Qui est pour approuver cette motion? Voilà, merci. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Et qui est contre? Donc c'était à voter à l'unanimité. Merci beaucoup, chers amis, chers collègues. Donc le prochain conseil municipal aura lieu le 19 décembre. C'est bien noté, à 18h, ici même. Merci, bonne soirée. Tout ça, c'est à vous.